regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai le réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. En ce moment d'incertitude, en ce moment où on nous demande de rester de plus en plus à la maison, confinés, Rogers a pensé à ses clients, a pensé à ce qu'il pouvait faire de mieux pour vous, pour pouvoir permettre que vos moments en famille, vos moments à la maison soient des moments que vous pourriez cultiver plein d'affaires. Et à ce propos, Rogers a pensez à ajuster ces services pour pouvoir mieux vous desservir. Et je vais commencer par vous nommer un par un tous les ajustements qui ont été faits jusqu'à ce jour pour que vous, clients Rogers, soyez bien à l'aise chez vous et profitez toujours des services qui vous sont offerts et même plus encore. Alors, vous avez un accès gratuit jusqu'au 30 avril à une liste en rotation de chaînes payantes pour toute votre famille. En deuxième point, pour les clients du service sans fil et de la téléphonie résidentielle, ainsi que pour les petites entreprises, Rogers et ses marques Fido et Quatre annulent les frais d'appels vocaux interurbains à l'échelle du Canada jusqu'au 30 avril. Ce qui sous-entend que vous pouvez appeler un peu partout au pays sans être inquiété de pouvoir payer des frais en plus parce que cela est quelque peu offert, c'est parce que les frais sont annulés jusqu'au 30 avril. Pour les Canadiens qui doivent sortir du Canada ou qui essaient de revenir à la maison, Rogers et Fido annulent les frais d'itinérance de partout chez vous et de Fido Nomade, ainsi que les frais d'itinérance à l'utilisation dans toutes les destinations admissibles pour les clients du service post-payé et les petites entreprises clientes d'ici au 30 avril. Alors, une fois de plus, jusqu'au 30 avril, pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada ou même qui essaient de rentrer, des personnes qui ont des entreprises, des petites entreprises un peu à l'international, un peu de partout, ce qu'on pourrait appeler le service roaming vous est quand même offert, fait que vous n'aurez pas à payer des frais en plus comme on a l'habitude de le faire quand on appelle, on est à l'extérieur et qu'on appelle pour le Canada ou peu importe dans quel pays où est-ce qu'on appelle. Vous ne serez pas inquiété par rapport aux frais que vous devez payer. Alors, jusqu'au 30 avril, vous pouvez profiter gratuitement de ces services-là que je pourrais appeler les services du roaming. En quatrième point, Rogers et Fido ont supprimé temporairement les limites d'utilisation de données pour les clients abonnés à un forfait Internet résidentiel avec plafond afin qu'ils puissent naviguer sur Internet, regarder du contenu en ligne et se connecter sans se soucier des frais d'utilisation excédentaires d'Internet. Et ces mesures sont en vigueur jusqu'au 31 mai. Donc, pour cette mesure particulière, on ne s'arrête pas à avril, à la fin avril, mais on va au-delà jusqu'au 31 mai. Si vous avez dans votre forfait résidentiel un plafond que vous devez utiliser, vous êtes autorisé par rapport à la crise. Rogers vous autorise à aller au-delà de votre plafond pour pouvoir toujours avoir du contenu en ligne pour regarder toutes les informations dont vous avez besoin pour vous connecter sans vous soucier des frais d'utilisation. Donc, quelque part, vous êtes exonéré de payer pour ce que vous allez utiliser en plus parce que quelque part, ça vous est offert par Rogers. Au cinquième point, juste vous mentionner que jusqu'au 30 avril, Rogers et Fido veillent également à ce que tous les clients qui ne sont pas en mesure de payer leurs factures en cette période d'incertitude économique puissent quand même utiliser leurs services. J'aime bien ce point-là parce que avec tout ce qui est en train de se fermer, avec tous les emplois qui se ferment, là, on est souvent un peu anxieux par rapport aux différentes factures on doit payer même. Donc, concernant vos factures de Rogers, vous n'êtes pas inquiétés, vous avez le temps de souffler pour essayer de vous organiser avant de payer vos factures. Donc, vous ne serez pas vraiment comme stressé par rapport à ça et je pense que c'est une aubaine pour nous qui sommes clients de Rogers. En sixième point, nous reconnaissons que la situation dans laquelle nous nous trouvons modifie la façon dont les entreprises fonctionnent et nous offrons des essais gratuits à nos clients de Rogers Service Affaires
afin de permettre aux petites entreprises de mettre en œuvre des options de télétravail abordables pendant cette période. Alors, je dirais, vous l'avez vu à l'écran, je dirais pendant toute la période parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps que ça va durer. Hier encore, on apprenait de plus en plus des fermetures et tout. Donc, beaucoup d'entreprises sont appelées à travailler à partir de maintenant par télétravail. Donc, avec l'option de Rogers Service à faire, vous avez des essais gratuits, donc pourquoi vous en priver? Vous pouvez l'essayer, voir comment ça fonctionne avec vous et puis profiter de tout ce que Rogers peut vous offrir. Alors ça, c'était pour les informations concernant les clients Rogers. Je pense que c'est une aubaine, on devrait en profiter. Et puis aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein d'affaires. On a parlé, quand j'ai commencé l'émission, je vous parlais d'incertitude, je vous parlais de stress, mais vous savez qu'il y a des moyens très sains de pouvoir, je dirais, outrepasser la peur, outrepasser l'insécurité qu'on peut vivre en ce moment. Et tout ça, ça se fera après la pause. On va avoir Chantal Valérand de Jeunesse sans drogue. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ne décrochez pas. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de moyens sains pour faire face au stress, surtout en ce moment que nous sommes en train de vivre. Et au téléphone avec moi, Chantal Valérand de l'organisme Jeunesse sans drogue. Allô, Chantal? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci vous. Ça va très bien. Tu sais, j'aime bien le fait que votre organisme soit là pour appuyer les parents parce que tu sais que c'est un sujet assez, je pourrais dire, délicat on doit engager avec notre jeune quand il s'agit de substances, dans lequel on va parler tout à l'heure, hein? Oui, exactement. Et les parents jouent un rôle tellement important et tellement crucial. Et surtout en ces temps-ci où est-ce qu'il y a beaucoup de proximité avec nos enfants qui nous regardent et qui prennent exemple sur nous, c'est bien important d'avoir les bons outils pour pouvoir bien parler à ses enfants. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'une campagne dans le genre, à chaque fois, vous êtes toujours en train d'informer les parents sur quel outil qu'ils peuvent utiliser. Et aujourd'hui, on va commencer par parler de la campagne Méchant Jujube que je trouve super drôle, mais ça illustre vraiment le message que vous voulez faire passer, hein? Oui, exactement. Alors, Méchant Jujube fait référence aux produits comestibles du cannabis. Oui. Qui sont devenus légaux à compter d'octobre dernier. OK. Donc, 1 an après la légalisation du cannabis, maintenant, les produits comestibles sont également disponibles sur le marché légal. Et on pensait que c'était très important d'informer les parents des risques spécifiques qui est à ingérer des produits comestibles versus qu'on peut être plus habitué quand on fait de l'inhalation de cannabis. Alors, pourquoi est-ce que les produits comestibles, selon toi, sont super dangereux, surtout pour les plus jeunes?
Parce que, comme notre campagne dit, c'est pas aussi inoffensif qu'on peut le croire. Donc, par leur forme, par leur apparence, ils peuvent paraître comme des simples jujubes, une barre de chocolat, un thé même. Et l'effet est différent, bien entendu, et ça peut paraître bien inoffensif. Mais quand on parle d'ingérer du cannabis, les effets se font ressentir à retardement. Donc, quelqu'un qui prend, par exemple, un jujube, la teneur de THC peut être assez élevée, mais ne peut pas ressentir les effets jusqu'à, par exemple, 2 heures. Ça peut prendre jusqu'à 2 heures pour ressentir les effets. OK. Ne sachant pas, par exemple, si habituellement, ça prend quelques secondes ou quelques minutes quand on inhale du cannabis, si on fait le même processus avec quand on prend un jujube, par exemple, il y a des dangers de surconsommation parce que on sent pas les effets tout de suite. Donc, les effets sont faits à retardement. Et puis, le goût, on a vu les jujubes tantôt, c'est appétissant, excuse-moi de le dire, mais oui, quand je le vois avec plein de couleurs et tout, je ressens déjà le goût sucré, fait qu'on en prend, mais imaginons qu'on en prenne 4, 5, là, 2 heures plus tard, ça peut créer des problèmes de santé, carrément. Effectivement, oui, exactement. C'est vraiment dangereux d'avoir une surintoxication involontaire. Donc, la personne n'a pas nécessairement l'intention de faire une surintoxication, mais c'est juste que la personne ne ressent pas les effets, donc va consommer. Soit va en consommer plus, ou soit aussi le danger, c'est de commencer à combiner des substances. Donc, va prendre de l'alcool avec, va prendre une bière, va prendre autre chose pour accélérer le processus. Et là, l'effet combiné peut avoir vraiment des effets qu'on n'avait pas prévus. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on demande aux parents de parler aux jeunes de ces effets-là, parce qu'un jeune, par exemple, dans un contexte où est à une fête ou décide d'en prendre un et ne sent rien, peut prendre le volant ou peut aller avec quelqu'un qui en a consommé en pensant, moi, ça n'a pas marché pour moi, je retourne à la maison. C'est à ce moment-là que les effets se font ressentir quand le jeune est au volant. Fait qu'on peut même aller jusqu'à la mort. On ne peut pas le dire comme ça, mais ça peut arriver. Bien, ça peut être très inconfortable. Il n'y a pas vraiment de faits répertoriés qui démontrent qu'avec un produit comestible, il y a eu une mort directement reliée. Sauf qu'avec l'effet combiné de d'autres substances, oui, ça peut arriver. Mais strictement comestible, non, mais ça peut quand même être très déstabilisant. Ça peut en gérer de l'anxiété, ça peut en gérer des pulsations cardiaques élevées. Donc, oui. Puis, par exemple, un jujube, ce qu'on dit, c'est que habituellement, la dose pour un adulte, quand il commence à prendre des produits comestibles, on dit commencez vraiment avec une faible dose, puis prenez votre temps. Essayez de voir comment les effets vont se faire. Et cette dose-là, suggérée par Santé Canada, est de 2,5 mg. Mais dans un jujube, là, il y a 5 mg de THC. Ça veut dire que techniquement, on dirait prends la moitié d'un jujube et attends 2 heures pour voir ce que ça va faire. OK, donc là encore, il va nous manquer franchement il va nous manquer du temps, en fait, pour parler de tout ça, mais je sais que votre campagne, déjà, que je trouve super intéressante, elle est vraiment sur vos réseaux sociaux à cette heure. Oui, exactement. Alors, les gens peuvent voir tous les éléments de notre campagne au sein de notre site web qui est à Jeunesse Canada, jeunessesandroitcanada.org. Et on a des brochures qui peuvent se faire parvenir. On a une brochure papier qui démontre justement les différences entre inhaler et ingérer. On a un message télé de 30 secondes qui est très humoristique avec... oui, on vient de le voir à l'écran à l'instant. Avec des petits jujubes. On a également une page web qui démontre justement ces risques-là, mais c'est fait de façon ludique. C'est souvent notre approche à Jeunesse sans drogue d'essayer de dédramatiser les choses, d'approcher le sujet avec curiosité avec son jeune, pas pour donner un sermon, mais vraiment pour faire part des faits tels qu'ils sont, puis pouvoir avoir une conversation riche avec son jeune. Très intéressant. Et tu parlais d'outils papier, d'outils qu'on peut retrouver sur le site web. Là, maintenant, on va parler de deuxième sujet, mais qui a toujours rapport avec la prévention et comment on fait l'enseignement, je devrais dire, l'éducation sur ces produits-là. Là, on va parler des opioïdes et du fentanyl. Oui. Parce que là, c'est un autre volet. C'est un autre volet, mais c'est l'utilisation de substances, en fait, pour des fins qui n'ont pas été prescrites. Donc, dans cette optique-là, on a développé un outil, une brochure bien détaillée
sur les opioïdes et le fentanyl pour bien informer les gens. Okay. Mais bien informer les gens, mais surtout avec une perspective du parent, pour outiller le parent à comprendre qu'est-ce que c'est l'univers des opioïdes, comment ça peut affecter leur famille, comment on peut en parler avec ces jeunes. Et on va justement en gradation dans l'information là, aller voir est-ce qu'il y a peut-être une consommation problématique d'opioïdes au sein de la famille, comment on fait pour en parler, comment on fait pour avoir une intervention et jusqu'à la réduction des méfaits, dans le sens où s'il y a une surdose, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit. Donc, c'est vraiment une trousse complète, opioïdes, fentanyl, pour que les parents puissent être bien outillés, bien renseignés sur le sujet. Est-ce que tu peux peut-être nous dire pourquoi tu penses que les jeunes sont intéressés à utiliser ces substances-là? Parce qu'ils sont accessibles. La boîte à médicaments, oui, la boîte à médicaments à la maison. Dans le sens où on sait que 48 des foyers au Canada ont potentiellement des médicaments qui pourraient être dangereux s'ils ne sont pas pris pour les fins qui leur sont prescrits. Et on sait qu'un jeune sur 7 en Ontario, dans la dernière année, avait consommé des médicaments qui n'étaient pas prescrits et 55 d'eux se l'étaient procurés à la maison. Donc, c'est dangereux parce que c'est disponible. C'est ça. Alors, tout comme le produit comestible que je parlais tout à l'heure, qui a la forme d'un jujube, une pilule, ça peut avoir de l'air inoffensif, puis ça peut avoir de l'air justement inoffensif et sans conséquences si je prends une pilule, et Dieu sait que ça peut avoir de graves conséquences si c'est pas prescrit à la bonne personne. Exactement. Alors, quels sont les signes qu'un parent devrait observer et puis se dire, OK, je pense que mon jeune, il a un problème, c'est le moment d'entamer une discussion avec lui? Bien, il y a à la fois des signes physiques et d'autres signes qui devraient commencer à regarder. Par rapport aux signes physiques, il y a une fatigue, une somnolence ou des changements dans les habitudes de sommeil. Tout à coup, le jeune dort plus, dort moins, dort à des heures moins régulières. Des pupilles qui sont dilatées ou des cernes sous les yeux, justement par rapport à des problèmes de sommeil. Une perte rapide de poids. Une négligence de l'hygiène ou de l'apparence générale, puis des ennuis de santé. Là, on parle de constipation, on parle de nausées. Je veux dire, le jeune n'est pas dans son état normal et on voit des changements assez rapides. Ensuite de ça, on peut voir que tout à coup, par exemple, il y a des médicaments dans la maison qui sont manquants. Il y a des flacons qui se promènent, qui sont vides dans la chambre de l'enfant. Il y a des petits sacs en plastique ou des sachets qui sont vides encore puis qu'on ne sait pas d'où ce que ça vient. Ça peut aussi escalader jusqu'à des accessoires comme des seringues, des aiguilles, des bouts de tuyaux de caoutchouc. Quand il y a vraiment une consommation problématique de médicaments, on peut retrouver ça là, dans la chambre de son jeune et c'est vraiment matière à avoir une conversation à ce moment-là. Il y a aussi peut-être un éloignement de la famille, un désintérêt pour ce qui les intéressait avant. Donc, oui. Merci beaucoup, Chantal, pour ces informations. Puisqu'on ne peut pas sortir de chez nous, est-ce que c'est possible d'avoir le guide par la poste? Oui, alors, le guide pour les opioïdes est disponible en téléchargement sur notre site web. Parfait. Encore là, à jeunessesandrogue-canada.org. Et le guide qu'on a parlé tout à l'heure sur le cannabis, incluant les produits comestibles, ça, on peut le commander, on peut le recevoir à la maison sans problème de façon gratuite. Merci beaucoup, Chantal. Merci pour tous les efforts que vous faites pour les parents. Merci. Bonne journée. Alors, comme Chantal l'a dit, des ressources sont disponibles sur le www.jeunessesandrogue-canada.org pour vous, parents, pour vous appuyer à pouvoir discuter de ce sujet assez tabou souvent avec vos enfants. Après la pause, on va parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui, elle aussi, a des informations pour pouvoir lutter contre l'anxiété et la peur. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mots que tu me souffles, des mots aux mille saveurs, me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur. Dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend notre
froid me rapproche de toi. Le chien est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige au plafond infini, au plafond infini. Tes cheveux font des fleurs quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces en toute petite banquise. Dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale, la chambre nous prend en otage en 4 saisons. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est en ce temps de crise que je me dis qu'on est très heureux et très chanceux d'avoir des coachs de vie sur notre émission. Allô Sylvie? Bonjour Claude Andrea, comment ça va? Ça va bien. Au secours, on a besoin de toi. On est tout anxieux, on est tout peureux. Ben, imagine-toi donc que moi aussi je crie au secours de temps en temps. Surtout que je suis dans une situation assez particulière. Oui? Je suis allée visiter mon père au Mexique la semaine du 7 mars au 14 mars. Avant même que tout dérape. Il n'y avait pas de cas ni à Ottawa, ni où j'allais à Cancun. Et puis, donc, j'ai voyagé seule. Oui, OK. Et quand je suis revenue, j'ai dû m'isoler non seulement de la communauté, mais de ma famille. Oui, oh là là. C'était pas facile, ça. Non, c'est pas facile. Alors, je suis confinée à ma chambre et à mon bureau. Je porte un masque et des gants quand je vais dans la salle de cuisine. Je m'assure qu'il n'y a personne autour de moi. Parce que c'est ça, je dois t'isoler comme si j'étais infectée. Oui, c'est ça l'affaire. Et puis ça, c'est être responsable, ça. Tu nous donnes de bons conseils, là, en ce moment-là. Oui, mais je te dis que je manque les bras de mon mari, puis je manque les caresses de ma fille. C'est difficile de les voir et de tenir à 6-8 pieds d'eux, puis de leur faire des signes avec un gros masque sur le visage. Mais je pense que ça n'en vaut la peine. Hein? Puis dans le fond, c'est le message qui passe partout maintenant. Oui, c'est ça. C'est pour la bonne cause. Ça sera passé bien. 14 jours, ça passe vite quand même, là. On est déjà rendu à la moitié. C'est bon. Oui, je suis rendue au jour 10, je compte. Oh! Ça va vite aller, ça va vite aller. Alors aujourd'hui... J'ai hâte de m'enfouir dans les bras de mon mari dimanche. D'accord, oui. OK, parfait. C'est tout ce qu'on te souhaite. Beaucoup de bonheur. Alors, tout ça pour dire que, bon, étant donné ma situation un petit peu hors de l'ordinaire, qui ressemble maintenant de plus en plus à ce qu'on vit, sauf que là, quand on est en famille, on se donne le droit d'être ensemble puis de passer du temps ensemble, à jouer des jeux de société et de manger ensemble. Je me suis intéressée à, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Alors, j'ai trouvé un article de Radio-Canada sur des façons, justement, de vivre, de mieux vivre. De mieux vivre, l'isolement. D'accord. Alors, j'ai bien aimé cet article-là aussi parce qu'en même temps, ça nous rappelle un peu tout ce que tu nous dis depuis très, très, très longtemps. Apprendre à prendre du temps pour soi et puis à profiter du moment présent, en fait. Tout à fait. Et dans le fond, ma chronique depuis septembre porte sur la façon de vivre qu'on appelle le hug au Danemark et ailleurs. Et d'ailleurs, les réconforts que cette approche-là nous apporte, c'est les réconforts qu'on peut aller chercher présentement dans notre situation d'isolement. C'est ça. Et puis là, cet article nous parle des activités. On devrait comme prioriser les activités qui nous font du bien. Oui. Parce que il faut reconnaître que mentalement, on est bombardé d'informations. La peur, la tristesse, c'est normal. Et puis, on est dans une réalité qui est tout autre que celle qu'on a vécue il y a même une semaine. Et donc, comment on s'adapte? Il faut se faire du bien. Il faut faire du bien, oui. Ça revient au gars. Puis là, on a pris des exemples, l'article prenait des exemples comme quoi si vous aimez les musées, maintenant les musées offrent la possibilité d'aller au musée virtuellement. Ça, c'est une option.
Oui, je trouve que la communauté, justement des gens d'affaires, des musées, des groupes de support m'impressionnent parce qu'il y a plusieurs choses qui sont offertes en ligne. La première chose, dans le fond, c'est le point d'ancrage. Alors oui, les musées, c'est comme comment je vais faire pour me divertir, mais je pense que d'abord et avant tout, il faut parler des points d'ancrage. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il faut se faire une routine, une nouvelle routine. Une nouvelle routine, oui. Donc, il y a certains d'entre nous, j'ai vu des photos qui ont passé sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Ah, c'est le fun, je passe ma journée en pyjama. Ben oui, OK, c'est le fun. Sauf que ça risque de durer plus que quelques semaines. Ouais, c'est clair. Et donc, comment on va créer une routine qui va nous faire du bien? Et l'article suggère justement de, prendre sa douche, de s'habiller comme si on allait travailler, de faire son café, de prendre son déjeuner, dans le fond, d'ancrer dans son quotidien des choses qui vont nous donner une espèce de rythme à notre journée. Et puis en même temps, là, ça me fait penser aux gens, il y a beaucoup de personnes maintenant qui travaillent par télétravail, là. Fait qu'habillez-vous correctement et vous êtes au travail. C'est ça. Il y a quelqu'un qui travaillait avec moi à Santé Canada qui a mis une photo. Il dit, est-ce que ça compte si je mets une chemise de travail pour prendre l'appel avec mon patron, mais que je suis en short en dessous de la table? Ça, c'est drôle, par exemple. Hein? Oui. Alors, c'est ça, des points d'ancrage. Et donc, moi, je me suis fait une routine à tous les jours. J'ai une routine de j'ai un journal intime où j'écris mes pensées pour justement avoir une espèce de soupape où mes émotions peuvent passer. Parce que j'ai lu ce matin quelque chose d'important. Les émotions doivent être en motion. Emotions need to be in motion. C'est-à-dire qu'elles doivent être exprimées. C'est ça. Et on a un problème quand on les garde à l'intérieur. Donc, ça a l'air de quoi? Pour certaines personnes, ça peut être d'aller faire une marche dehors pour laisser passer les émotions. Pour d'autres, ça peut les écrire. Pour d'autres, c'est comme de frapper dans un coussin pendant quelques minutes, laisser passer les émotions. Mais il faut justement les mettre en mouvement, ces émotions-là. Avant qu'il nous manque du temps, là, tu as aussi préparé des petites questions qu'on devrait se poser. J'aime beaucoup ça parce que ça nous permet aussi de nous ancrer, comme tu l'as dit en début d'émission, en début de notre entrevue. Là. Et je pense qu'on va le voir à l'écran. Tu nous demandes de nous poser des questions, de savoir pour quelles raisons, par exemple, on est reconnaissant à chaque jour. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est ma maman qui l'a traduit en français pour moi. Parce que, comme on sait, les personnes âgées sont en isolement encore plus sévère que nous. Elle vit seule et donc ça fait 10 jours que personne n'a ouvert la porte et donc elle s'occupe en écrivant et en traduisant les textes. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça bien comme texte. Alors, si tu es en quarantaine, voici quelques questions à te poser. Quelles sont tes raisons d'être reconnaissant aujourd'hui? Comme tu l'as mentionné, Claude Andrea, ça fait longtemps que j'en parle, de reconnaître les bienfaits du moment présent. D'être reconnaissant pour les choses qu'on a. On a une maison, on a de la nourriture dans un frigo, on a des gens qui nous aiment. S'ils ne sont pas présents avec nous physiquement, ils sont présents avec nous à travers le téléphone ou à travers les textos. OK. Moi, ça, c'est bon, ça. Et puis, quelles sont les personnes à qui je vais apporter du support? C'est vrai qu'on ne peut pas sortir, comme par exemple, tu ne peux pas aller visiter ta mère, mais quand même, le support, je veux dire, émotionnel, c'est important. Oui, ma mère, je l'appelle peut-être une fois par semaine, mais là, depuis que ça a commencé, je l'appelle une fois par jour. Et je me donne comme mission de lui apprendre comment utiliser Facebook, Facebook vidéo pour que je puisse la voir. C'est ça, c'est bon, ça. C'est bon. Il va nous rester quelques 2 minutes 45, là. Et c'est cette question qui m'intrigue un peu. J'espère que tu pourras m'éclairer. Quels sont les aspects de ma routine que je dois accepter de sacrifier? Parce que tout à l'heure, on parlait d'essayer de rester ancré avec les mêmes attitudes et tout. Mais là, il paraît qu'il y a des affaires qu'on doit sacrifier. C'est quoi, par exemple? Ah oui, alors pour moi, aller au gym tous les jours. Ah oui. Pour d'autres personnes, aller chercher leur café chez Starbucks ou Tim Hortons ou bien Second Cup. Ça, c'est des aspects de notre routine qu'on doit sacrifier. D'accord. Alors, les activités créatrices qui vont nous occuper, qui vont nous faire du bien, tu nous as envoyé la dernière fois des peintures. On peut faire du bricolage, des affaires de même. Ah, puis je vois mon Dieu, je vois à manger. C'est toi qui as fait ça? Des desserts? Oui, mes tourtières. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se passent des recettes présentement sur les réseaux sociaux entre mes amis. Et donc, c'est une façon de ramasser la famille autour d'une table et de justement apprendre peut-être aux jeunes les éléments de base pour cuisiner et de sortir les recettes de ta grand-mère ou les recettes qui te font du bien. Dis-moi, Sylvie, pour des personnes, on a parlé de plein d'activités, de plein de choses, mais il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné. On parle d'ancrage, là. Et si on parlait du yoga un peu, ça pourrait être intéressant de prendre du temps comme pour respirer, pour être en pleine présence aussi, hein?
Tout à fait. Et le yoga nous ramène à notre respiration. Et si on veut garder nos poumons en santé, il faut savoir prendre de grandes respirations qui vont jusqu'au bas de notre ventre et d'ouvrir les poumons très grands. Alors, juste le fait de pratiquer la respiration, mais aussi tout le bienfait de méditation, de calmer le système nerveux, le yoga, c'est excellent. C'est clair que tu nous as dit ça comme il y a 2-3 semaines. Il y a longtemps, un bon bout de temps, tu disais que ça n'a pas besoin de quelque chose d'une heure, de 30 minutes. Là, juste comme tu l'as dit, prendre de grandes respirations, surtout quand on se sent anxieux. Je pense que ça dissipe un peu l'anxiété, là, et vite fait. Oui, et j'ai écrit une méditation pour mon réseau à moi cette semaine qui parle de quand on regarde les arbres dehors et on regarde les belles branches vitales qui s'étirent vers le ciel, imaginez que ces branches-là sont nos bronches, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les branches d'un arbre et nos bronches. Et de juste respirer l'air frais et d'imaginer que nos branches respirent vivement. Très belle fin. Merci beaucoup, Sylvie. On t'envoie plein d'amour et puis prends bien soin de toi et de ta famille. Et toi aussi, Claude-Andrea. Bye-bye. Bye. Alors, si vous avez besoin d'un accompagnement de notre coach de vie, www.l2emergence.com, c'est son site web. Elle se fera le plaisir de vous accompagner. Après la pause, on parle avec un professeur de l'Institut du Savoir Montfort. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant du surplus de peau après la chirurgie de l'obésité. Un projet de recherche mené par le professeur Aurélie Bayot. Allô Aurélie? Allô, bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors moi, ma première question, c'était de te demander pourquoi tu t'es penchée sur cette recherche. Mais quand tu m'as envoyé des informations qui disaient que plus de 70% des cas, après cette chirurgie bariatrique-là, il y a l'apparition d'un surplus de peau. Et puis, j'étais comme, OK, c'est beaucoup, là, 70%? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je me suis intéressée un petit peu à ce sujet. C'est que, en fait, j'entraînais des personnes, en fait, je suis kinésiologue aussi de formation, j'entraînais des personnes qui attendaient la chirurgie bariatrique et je voyais qu'elles étaient très préoccupées par l'apparition de surplus de peau après la chirurgie. Et effectivement, en le disant, j'ai vu qu'il y avait plus de 70%, puis qu'il y avait aussi des conséquences qui étaient néfastes au niveau de la santé physique. Donc, il pouvait y avoir l'apparition de tout ce qui était irritation, champignons, mais aussi au niveau plus psychologique, avec des problèmes d'image corporelle. Et puis aussi, je me suis aperçue qu'à l'époque, c'était un sujet qui était peu abordé en clinique avec les patients. Les patients on n'en parlait pas assez, en fait, ils n'étaient pas assez informés sur, après la chirurgie, oui, il y a plein de bénéfices de la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie de l'obésité, mais
il y a aussi des effets qui peuvent être un peu moins agréables, comme l'apparition justement de ce surplus de peau. Alors, comment ça se fait qu'un surplus de peau puisse apparaître, puisque la chirurgie bariatrique, elle est censée, comme on va dire, peut-être réduire l'estomac, oui. Donc, normalement, on devrait être en train de perdre, ou c'est moi qui me trompe? Mais en fait, c'est la perte de poids qui va entraîner cette apparition de surplus de peau. Donc, c'est la perte de gras qui peut entraîner ce surplus de peau. Mais c'est sûr que d'une personne à l'autre, il y a des différences très importantes. Il y a des personnes qui n'en ont pas. Il y a des personnes qui vont en avoir beaucoup. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est sûr que dans les résultats préliminaires, ce que je peux voir, c'est que dans les personnes qui déclarent avoir un indice de masse corporelle plus élevé, donc un poids plus élevé avant la chirurgie bariatrique, auraient probablement plus de surplus de peau après la chirurgie bariatrique. Oui, Il semblerait aussi que les femmes déclarent avoir plus de surplus de peau, être plus gênées par leur surplus de peau après la chirurgie, mais elles le déclarent. Donc, on n'a pas mesuré si oui ou non, réellement, elles ont plus de surplus de peau que les hommes. Puis, il y a beaucoup de contradictions dans les études, donc on cherche à l'heure actuelle encore, mais aussi, il semblerait que ce soit aussi une question de qualité de peau. Comme l'apparition des vergetures, par exemple. Il y aurait une question de qualité de peau qui serait en jeu avec la quantité de surplus de peau que les personnes peuvent développer après la chirurgie. Alors, quand on parle de surplus de peau, déjà même pour les femmes qui sont en train qui grandissent normalement, qui sont même pas obèses, là, on a tendance à prendre rapidement du poids qu'on va dire à l'abdomen. Donc ça, je suppose que c'est quelque chose qui se passe aussi chez les personnes qui subissent la chirurgie après. Après, en fait, la chirurgie. Après la chirurgie, il y a eu la perte de poids. Donc, la perte de poids, c'est elle qui va engendrer un surplus de peau qui va pendre, qui va balloter, qui va être lourd. C'est ce que décrivent les personnes. Mais c'est sûr qu'une perte de poids qui n'est pas forcément liée à la chirurgie bariatrique, mais qui est importante, pourrait aussi entraîner des surplus de peau. Puis, on voit aussi avec l'avancée en âge, par exemple, en dessous des bras, on voit l'apparition de surplus de peau qui peut être gênante parce que ça peut bouger, ça peut être lourd, ça peut gêner dans la pratique quotidienne. Est-ce qu'il y a des endroits, à part le bras et puis, comme j'ai nommé, l'abdomen, est-ce qu'il y a des endroits spécifiques à part ça sur le corps ou est-ce qu'il y aurait comme de la peau qui pend? Les personnes, les endroits les plus touchés, on va dire, c'est au niveau du ventre, des bras. Au niveau des cuisses, un petit peu moins, mais pour les femmes, il y a aussi au niveau de la poitrine. Mais c'est surtout le ventre et les bras qui sont le plus souvent où il y a le plus de surplus de peau et c'est aussi où les personnes sont plus gênées. Et on voit aussi que la gêne qui est déclarée par les personnes, en fait, n'est pas forcément en lien avec la quantité. Autrement dit, il peut y avoir des personnes qui ont beaucoup de surplus de peau. Je vois même des personnes qui ont des surplus de peau même au niveau du ventre qui peuvent arriver jusqu'aux genoux. Et des personnes qui en ont beaucoup moins, mais en fait déclarent des gènes différentes. Donc, il y a aussi toute une problématique, tout un enjeu autour de comment je vis avec ce surplus de peau. Il y a tout ce qui est insatisfaction corporelle, la peur du jugement d'autrui qui peuvent venir expliquer que les personnes sont plus ou moins gênées, peu importe la quantité en fait de surplus de peau. Et puis, si on subit une chirurgie bariatrique, ça veut dire que quelque part on est obèse. Alors que l'obésité, je pense que ça peut toucher du plus jeune au plus âgé. Donc, dépendamment de l'âge, je suppose que le surplus de peau qu'on va avoir n'est pas le même. Alors ça, justement, ça, on ne sait pas encore. Les études sont assez contradictoires. Il y en a peu, déjà. Il faut savoir qu'il y en a peu. Puis, il y en a certaines qui vont dire que oui, effectivement, il pourrait y avoir une association avec l'âge. Les personnes qui sont plus avancées en âge auraient plus de surplus de peau, mais d'autres disent qu'il n'y a pas d'association. Puis moi, dans ce que je vois dans mes résultats, on ne voit pas d'association. Mais c'est sûr que la moyenne d'âge des personnes après la chirurgie bariatrique se situe tous autour de 40, 60 ans. Donc, je ne pourrais pas dire on a plus de personnes dans cette tranche d'âge, donc c'est pas évident encore. On n'a pas de réponse sûre encore à ce niveau-là. Donc après 40, 60 ans, comme vous l'avez mentionné, c'est plus, c'est plus dangereux de faire une chirurgie bariatrique? Oh non, c'est pas plus dangereux en tant que tel, non. Ce que je dis, c'est que avec l'avancée en âge, on pourrait avoir davantage de surplus de peau selon certaines études, mais toutes les études ne disent pas la même chose. Donc en fait, l'âge n'est peut-être pas en lien avec
la quantité de surplus de peau qu'on peut développer. Peut-être que c'est plus en lien avec la qualité de peau, finalement. Est-ce que les médecins qui voient ces personnes-là qui sont en processus pour faire la chirurgie, c'est vrai que tu es en train de travailler sur le projet de recherche, est-ce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas quelque peu informés pour pouvoir prévenir des personnes qui vont subir la chirurgie, pour se dire, OK, après la chirurgie, voilà, qu'est-ce qui peut arriver et puis peut-être les préparer mentalement? Mais en fait, à l'heure actuelle, oui, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser, non, ils en parlaient très peu en clinique, mais maintenant, de plus en plus, oui, les cliniciens en parlent avant la chirurgie, ils leur disent, oui, il y a des effets très, très bénéfiques de la chirurgie bariatrique, mais il y a aussi des effets qui sont un peu plus négatifs. Okay. Donc, ils en parlent de plus en plus. Mais après, je pense que c'est intéressant, justement, après notre étude, si on arrive à cibler des déterminants. Par exemple, on pourrait dire, imaginons que les personnes qui ont une anxiété physique sociale ou qui ont une image corporelle qui n'est pas bonne avant la chirurgie bariatrique ont plus de chances de mal vivre leur excès de peau. Donc, ces personnes-là, à ce moment-là, on pourrait peut-être, au niveau psychologique, leur proposer des interventions. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la chirurgie plastique, qui consiste à enlever le surplus de peau, n'est pas remboursée pour tout le monde. Et puis, toutes les personnes ne veulent pas forcément non plus refaire encore une chirurgie. Donc, parce que c'est pas une option pour tout le monde. Et puis, en même temps, là, comme tu dis, là, ça va affecter le mental parce que déjà, si on n'accepte pas comment on est, ensuite, on va aller faire encore une autre chirurgie pour l'excès de peau. En fait, on se transforme comme dans un petit moment, là, en un laps de temps, on est transformé carrément et ça va vraiment affecter le moral. Mais c'est sûr que c'est encore une chirurgie. Puis, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire parce que c'est pas quelque chose que toutes les personnes veulent, une chirurgie plastique. Donc, pour enlever ce bout de peau, c'est pas quelque chose. Donc, peut-être qu'il y a un travail, une niveau psychologique sur comment améliorer. Il y a aussi de plus en plus, on parle de gaines, de support aussi pour pouvoir, par exemple, lors de la pratique d'activité physique, faire en sorte que ça ne gêne pas le ballottement du surplus de peau. Donc, il y a quand même des options qui s'offrent de plus en plus. Donc, justement, de travailler, faire de la recherche sur ce sujet, ça va amener des interventions de plus en plus. Et puis, il faut toujours demander conseil à son médecin. Par exemple, tu as mentionné l'activité physique. Je pense que ça pourrait être un bon outil déjà pour commencer avant d'aller passer encore une fois sous le bistouri, là. Parce que... Mais pour la chirurgie bariatrique, oui, c'est vivement recommandé de faire régulièrement de l'activité physique avant et après, dans la mesure du possible. Par contre, sur le surplus de peau en tant que tel, ça n'a absolument aucun effet. L'activité physique, ça ne pourra pas diminuer le surplus de peau. C'est des questions que les patients me posaient souvent, donc non. Mais par contre, c'est sûr que ça peut avoir à l'inverse un impact. Si la personne a beaucoup de surplus de peau, elle peut se sentir gênée lors de la pratique et du coup pratiquer moins. Mais à l'heure actuelle, des résultats que je peux voir, c'est que oui, les personnes déclarent être gênées dans leur pratique d'activité physique, mais elles arrivent quand même, si elles le souhaitent vraiment, atteindre les recommandations en termes d'activité physique, être actif de manière régulière. Par exemple, elles ne vont pas aller à la piscine, se mettre en maillot de bain, mais elles vont aller marcher ou elles ne vont pas courir parce que ça les gêne au niveau du ventre, mais elles vont quand même marcher. Donc il y a quand même plusieurs options qui s'offrent à elles, même si elles déclarent être gênées. Donc oui, le surplus de peau après la chirurgie peut gêner la pratique d'activité physique, mais l'activité physique ne veut pas enlever le surplus de peau, c'est sûr. Et puis oui, il faut que les personnes bougent régulièrement. Donc il faut faire en sorte que le surplus de peau ne soit pas une si grande barrière parce que c'est important pour le maintien de la perte de poids, puis pour la condition physique également. Bien, merci pour ces informations, Aurélie, et puis bonne chance pour ton projet de recherche. On te souhaite de belles choses, et puis quand il sera terminé, c'est avec plaisir qu'on va te revoir encore à l'émission pour en parler. D'accord, avec plaisir, je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Alors, sujet très intéressant. On a appris plein de choses, mais c'est pas terminé. Après la pause, on va parler avec un deuxième chercheur de l'Institut du savoir Montfort. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
as besoin ce trou dans ses rangées, stocké d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Yeah! C'est vrai? Creepy, 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 dépanneur. Killing, killing. Creepy, 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 dépanneur. Puis-je vous aider? Usagé de my car. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de l'activité physique pour prévenir le cancer. Et avec moi au téléphone, professeur Jennifer Rodet. Ça va bien? Brunet, pardon, allô? Oui, bonjour, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Donc, à ce qu'il paraît, dans vos recherches, c'est important de faire de l'activité physique pour ceux même qui ont été, on va dire, survivants du cancer. Oui, effectivement. L'activité physique, c'est important à deux niveaux. La première, c'est pour prévenir le cancer parce que on a des données qui démontrent que ça peut réduire le risque de développer certains cancers. Comme lesquels, par exemple? Comme le cancer du sein, puis on sait que c'est un des plus communs pour les femmes. Aussi, le cancer du poumon et le cancer de l'utérus. Wow. Par rapport aux autres cancers, c'est pas que l'activité physique ne peut pas être effective, c'est parce qu'on manque de données encore pour voir l'efficacité de l'activité physique pour prévenir ces autres types de cancers. Il faut faire d'autres études pour voir ça. Puis aussi, de l'autre côté, on sait maintenant, avec toutes les études qu'on fait, qu'il est très, très important pour les gens qui reçoivent un diagnostic du cancer de rester actifs durant les traitements et après, pour qu'on puisse prévenir les effets secondaires ainsi que prendre des forces, reprendre des forces ou réduire aussi le risque de deuxième cancer ou de d'autres problèmes de santé qui sont quand même assez sérieux, gérer avec le stress, diminuer la fatigue et puis aussi profiter davantage de la vie. C'est pour ça qu'on recommande fortement de l'activité physique. Je viens de recevoir une douche froide là parce que quand j'ai vu le sujet dont on allait parler, je me suis dit ça pourrait avoir rapport au cancer du poumon ou peut-être du cœur, mais pas au cancer du sein et puis de l'utérus. Ça, c'est comme, OK, il faut que je fasse du sport là. Oui, c'est les gens, ils en ont marre d'entendre parler de l'importance de l'activité physique en ce qui a trait de contrôler le poids, gérer avec le stress. Ouais. Mais là, de plus en plus, là, on essaie d'utiliser les médias pour faire comprendre aux gens. Ça peut des fois aller jusqu'à une réduction de 30 %. C'est assez énorme, là. Si quelqu'un dirait prends une pilule, ça peut réduire 30 % ton risque de développer le cancer du sein. On le prendrait, je crois. Oui, tout de suite. Fait que c'est la même chose, là. Disons, l'activité physique, c'est comme une pilule magique, là. C'est de la médicamentation qu'on peut prendre pour s'aider. Je suppose qu'en prévention et juste après la prévention, c'est pas pareil que quelqu'un qui a déjà qui vit déjà son cancer ou qui est en train d'en guérir, qui doit faire le sport. Si on part de la prévention, quel genre de sport, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir prévenir et puis atteindre au moins ce moins 30 % là de ne pas avoir le cancer? De façon générale, on recommande aux gens de viser à faire 30 minutes d'activité physique par jour, d'intensité modérée. Donc, c'est de l'activité physique qui accélère le rythme cardiaque. On pourrait quand même avoir une conversation avec notre ami, sauf qu'on manquera un peu de souffle. C'est sûr, fait qu'on recommande ça. Puis aussi, ça se traduit à peu près 2h30 là, d'activité physique par semaine. Oui. Puis aussi, on indique aux gens de faire des activités qui travaillent la musculation ou qui renforcent les os.
Donc, faire des retraitements assis, lever des poids, faire du jardinage pour qu'on travaille les muscles, les groupes de muscles. Et puis, ce qu'il faut noter de façon pour motiver les gens, c'est que c'est des directrices générales. Il faut y aller progressivement. Donc, si on travaille avec quelqu'un qui ne fait aucune activité physique, il est important qu'il se rappelle la durée, l'intensité ou la fréquence. Si c'est trop difficile, ben on peut commencer avec des séances aussi peu que 10 minutes et progresser graduellement. On essaie vraiment de faire comprendre aux gens qu'un peu d'activité physique, c'est mieux que rien du tout. Chaque petit effort compte. Donc, on leur suggère aussi, pour éviter certains effets secondaires, de commencer trop vite, d'y aller doucement en ayant des objectifs réalistes et puis d'augmenter de façon graduelle la durée, l'intensité et le nombre de fois qu'ils font par semaine. D'accord. On a parlé des muscles, on a parlé des activités qu'on pourrait faire, par exemple courir, parce qu'il y en a qui ont des machines à la maison pour les courses et autres, là. Mais la marche, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire en ce moment, là, mais des beaux jours viendront dans très peu de temps. Là, la marche, ça compte aussi. Oui, absolument. La marche, c'est l'activité numéro 1 préférée des gens quand on fait des sondages. Et puis, jusqu'à présent, malgré ce qui se passe avec le COVID-19, les recommandations ne sont pas encore été émises qu'on ne peut pas aller dehors prendre une marche. Il faut juste s'éloigner des gens. Et puis aussi, moi, une des choses pratico-pratiques que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que développer un nouvel programme d'activité physique que tu ne suivras pas, c'est pas génial. Il faut vraiment essayer d'incorporer à travers une journée. Donc, présentement, il y en a beaucoup de nous qui restons à la maison pour travailler ou s'occuper des jeunes ou quoi que ce soit. Mais on pourrait remplacer 30 minutes d'écoute de la télé par une promenade. On pourrait aussi faire coïncider les périodes d'activité physique avec certaines émissions qu'on voudrait écouter, telles que le vôtre ou des nouvelles. Et puis, à ce moment-là, si on a un tapis roulant, on pourrait marcher pendant qu'on écoute l'émission ou pédaler sur un vélo stationnaire. Ou encore là, on pourrait aller dans notre garde-manger, prendre des cannes de nourriture et puis lever des poids, encore là, pour faire de la musculation. Des fois, on travaille avec des gens qui n'ont pas tout le temps les ressources financières de s'acheter de l'équipement. On est devenu très, très inventif dans notre laboratoire pour ce que les gens pourraient utiliser à la maison pour faire de l'activité physique. On peut même utiliser les marches, si on a des marches dans la maison, pour monter et descendre. Il suffit de le faire 10 minutes, on accélère le rythme cardiaque et puis ça a des bienfaits. Il y a des gens qui ont aussi des barres de marche, ça fonctionne, hein? Oui, parce qu'on doit marcher 30 minutes. Ça aussi, ça active les muscles. Oui. OK, d'accord. Alors ça, c'était vraiment, je dirais, côté préventif, mais pour les personnes qui sont en train de guérir du cancer et à qui vous demandez aussi de faire du sport, pour eux, je suppose qu'il y a des affaires qu'ils doivent faire et ne doivent pas faire, hein, ou pas? En général, les recommandations ne sont pas si différentes. Là, on comprend bien que quand ils sont en train de subir certains traitements, il se peut que leur conditionnement physique soit faible, ne soit pas aussi bonne. Donc, peut-être qu'ils ne pourront pas faire la même durée et intensité qu'auparavant ou que d'autres personnes. Sauf que nous, dans notre laboratoire, on a des femmes qui sont sur la chimiothérapie qui viennent faire des programmes d'activité physique d'intensité modérée. Alors, il faut vraiment se mettre dans la tête que, contrairement à il y a vraiment plusieurs années où ce qu'on recommandait aux gens, restez chez vous, prenez votre repos, maintenant, les données ne sont pas indicatives qu'ils ne devraient pas en faire. Un exemple, par exemple, qu'on pourrait suggérer à quelqu'un de ne pas faire, c'est s'ils sont en train de faire de la radiothérapie, d'éviter la nage pour risque d'infection. Mais une fois que les traitements ils sont terminés, ils peuvent regagner les activités qu'ils aimaient faire avant, en découvrir des nouveaux peut-être qu'ils aimeraient faire, aller jouer au golf, c'est beau l'été. Oui. Ça, parce que tout ça, ça fait bouger. Est-ce que vous auriez des recommandations spéciales pour, par exemple, les gens qui nous écoutent, qui sont en train de se remettre, en fait, du cancer et qui, ils sont intéressés à faire une activité physique?
Oui, en fait, c'est de commencer doucement. C'est sûr que le 30 minutes par jour, c'est un objectif à avoir, mais peut-être plus dans le futur. Ouais. Moi, je dis souvent aux gens, essayez de faire un peu plus que vous avez fait hier. Donc, si vous avez fait 2000 pas dans votre journée, parce que vous avez un podomètre pour monitorer, essayez d'en faire peut-être 2500, 3000. Allez pas avec des objectifs irréalistiques, là, avec le 10 000 pas qu'on parle. Ça peut être un objectif un peu plus tard. Aussi, on connaît l'impact de faire de l'activité physique avec les proches. Donc, vous pouvez le faire avec votre partenaire, que ce soit avec vos enfants, des choses comme ça. Ça motive les gens à le faire. Et puis, tant aussi longtemps qu'on ne se fait pas dire de ne pas sortir de la maison, essayer de profiter de la nature, prendre des bonnes marches. Et puis, si les gens ils peuvent juste faire 10 minutes, 10 minutes, ça suffira. Et puis, le lendemain, ils essaieront de faire peut-être 12 minutes. Professeur Brunet, qu'est-ce que vous pensez de la Wii? Ça aussi, ça pourrait fonctionner, hein? Parce que c'est super interactif, on peut glisser, on peut sauter, en tout cas. Oui, absolument. Il n'y a rien qui compte pas. Des fois, les gens ils me disent, donne-moi des activités là, pour aider dans la maison. Oui. Écoutez, passer l'aspirateur ou le balai, du jardinage, tout ça, ça compte, c'est du mouvement. De plus en plus, moi, dans mon vocabulaire, j'essaie d'utiliser le terme activité physique parce que ça inclut tout le mouvement. Tandis que exercice, on dirait souvent les gens, ils associent ça à aller au gym. Tandis qu'il y a plein de façons de rester actif sans être obligé d'aller au gym. Merci beaucoup, professeur Brunet. Et puis, bonne chance pour votre projet de recherche. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, de belles informations encore pour nous, mais on se voit juste après la faute. J'en ai d'autres à vous donner. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore les prothèses pour aller à l'eau. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. Cette semaine à l'émission, on commence avec une belle salade de carottes, un potage au potiron des saveurs marocaines. On finit ça avec des boulettes de bœuf avec une sauce au citron confit. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En début de semaine, on a parlé avec la représentante de Centre-Aide et en ce moment de crise, la Centre-Aide a créé une nouvelle formule, si je peux l'appeler ainsi, pour pouvoir venir, toujours continuer même de venir en soutien aux personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin des affaires fondamentales et ils ont essayé de mettre leur service en 5 points et le www.centreaide.ca/COVID-19, c'est le site web que vous devez visiter pour apporter votre soutien. Centre-Aide est là pour cette crise-là, pour aider les personnes âgées, en fait, en leur apportant de l'appui, du soutien, de l'accompagnement, de l'écoute. Ils ont aussi besoin de vous pour apporter aux personnes qui sont plus vulnérables, donc les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'offrir de quoi à manger, de pouvoir avoir de la nourriture. Ils ont aussi pensé aux capacités des services communautaires et ils veulent s'assurer que leurs partenaires communautaires continuent d'offrir des services essentiels.
Il y a aussi un soutien en matière de santé et un soutien aux bénévoles parce que sans les bénévoles, ils ne pourraient pas fonctionner. Et tout ça, ils le font pour la communauté. Donc, www.centreaideo.ca/COVID-19, c'est le site web que vous devez visiter pour apporter votre soutien. On se voit demain à l'émission. Restez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers.